téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV. Procès contre Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice de la RDC. Rappel à l'ordre des marketeurs par le ministre des Hydrocarbures. Réaction à la candidature de Ntoumi à la présidentielle de 2026. Pour décrypter cette actualité, je suis sur ce plateau avec Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité, Albert Mianzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Clavis Kiba, promoteur du journal Event. Bonjour donc, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vox Hebdo. Merci. Je vous invite à suivre ce reportage pour que nous abordions notre premier sujet. C'est ici, à la Cour de cassation, que l'ex-ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, est jugé. Il est poursuivi pour détournement de 19 millions de dollars de fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani entre les armées rwandaises et ougandaises en juin 2000. Des fonds que Constant Moutamba aurait détournés, selon l'accusation, pour un projet de construction d'une prison. Une trentaine d'avocats de la défense se sont présentés à la barre au début de l'audience. Ils ont été rejoints plus d'une demi-heure après par l'accusé qui s'est excusé du retard pour raison d'embouteillage sur la route. Apparemment serein, Constant Moutamba dit être poursuivi en qualité de ministre de la Justice. Le calme a régné tout autour de la Cour de cassation où des éléments de la police ont été déployés. La prochaine audience est fixée au mercredi 23 juillet pour permettre aux avocats de la défense de prendre connaissance du dossier. Constant Moutamba devant la barre, traduit en justice, lui qui avait l'habitude de gérer les dossiers judiciaires, et aujourd'hui c'est son dossier qu'on commence à gérer. Albert, est-ce une volonté de rendre la justice ou une façon de nuire tout simplement? On ne sait jamais, nous sommes ici en politique, donc les deux choses peuvent aller concomitamment. On peut aussi bien vouloir faire justice que essayer de l'intimider pour lui faire accepter le silence comme choix professionnel. Il a géré, il continue de gérer beaucoup de dossiers lourds, donc sur la scène politique et sociale de Kinshasa. Il a conduit des expropriations de dignitaires. Et cela lui a valu des applaudissements de la part de ceux qui avaient été spoliés, mais très certainement pas des fleurs de la part de ceux qui ont été déguerpis de cette manière-là. Il a conduit une réforme de la justice dont tout le monde dit qu'elle est courageuse, même si elle n'est pas terminée. Donc finalement, tout le monde peut avoir intérêt à ce qu'il se taise. Tout comme beaucoup de gens souhaiteraient qu'il y ait plus de... Il faut voir la foule qui l'a applaudi à la sortie du palais de justice. Et donc, bon, voilà. Mais personne ne peut dire aujourd'hui, a priori, qu'il est visé plus spécialement qu'autre chose dans cette action qui peut justifier une vendetta, une revanche, tout quoi. Ok. Clavis, quand on regarde la constitution de l'accusation, est-ce que les pièces présentées peuvent être solides pour conduire à sa condamnation? Bon, ça je ne sais pas, mais après, ces avocats disent que c'était un procès politique, politique ou pas politique. Ce qui est important, c'est que c'est un message fort qu'on envoie. C'est un ministre de la Justice là qui est envoyé en justice. C'est un message fort qu'on envoie en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Mais moi, ce que je vois, c'est que Moutamba a creusé sa propre tombe. Je suis un peu d'accord avec ces avocats quand ils disent que c'est un procès politique. Et oui, justement, c'est un procès politique parce que c'est une façon, comme a dit Albert tout à l'heure, pour faire taire Moutamba. Moutamba, quand il est arrivé au gouvernement, il est venu avec, je dirais pas arrogance, mais une certaine façon de gérer. C'est comme s'il était contre ses collègues ministres. Je me rappelle même d'une de ses interventions avec la première ministre. Il dit que Nazoyoka solo ya détournement, c'est-à-dire ils sont le dos du détournement. Dans une assemblée, il y avait la première ministre là. Donc, quand on veut lutter contre la corruption, il faut se rassurer qu'on est sain, on est clean, on n'a pas de tâches. Et en politique, tout peut se jouer. On peut chercher un petit truc pour te nuire. Donc ça, je crois que c'est pour nuire à Moutamba.
C'est pour dire, c'est aussi une façon de le conseiller que lorsqu'on dirige, c'est vrai, on mène une bataille, mais il faut pas trop faire du populisme, parce que ce que fait Moutamba, c'est un peu du populisme. Là, on voit quand il sort de prison, là, il salue les gens, c'est comme si c'était une élection. Non, on n'est pas en élection, là, il n'est pas en compétition avec quelqu'un, il gère les affaires de l'État, mais qui gère tranquillement les affaires de l'État. Il n'est pas en compétition avec ses amis, ses collègues ministres. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce procès de Moutamba, on n'a pas dit qu'il est coupable. On va attendre l'issue du procès. Il est encore présumé. Il est encore présumé coupable. On attend l'issue du procès. Mais ça peut être aussi une manœuvre politique pour faire taire ce ministre d'État en charge de la justice. Ok. Guy Blaise, procès politique ou procès judiciaire de Constant Moutamba? Est-ce que les accusations sont réellement fondées ou peuvent être fondées? Oui, mais au stade actuel, on peut parler des deux. Hein. Tu sais, Chrysostome, c'est ça le résultat des systèmes. Aujourd'hui, si on peut le dire, c'est le pouvoir qui commence à manger ses propres fils, ses propres enfants. Nous avons vu l'arrivée de Moutamba, tambour battant, en 2024, je crois bien. Mais il est venu pour travailler. Moutamba a eu une mission. Il est membre du gouvernement, ministre d'État, garde du sceau, ministre de la Justice. Il a eu une mission. Nous savons tous qu'aujourd'hui, pour assainir l'impunité dans un pays, s'il n'y a pas la justice, ça veut dire que rien ne marchera. Ça veut dire que lui, il a reçu une mission aujourd'hui. Bon, ce qu'on l'accuse d'avoir détourné les deniers publics et autres, ça, on le saura dans quelques semaines. Mais je crois que pour être clair dans le fonctionnement du ministre d'État Moutamba, il y a eu comme un tic, au fait, ses amis, entre griffes, c'est-à-dire le régime, le système où il est partie prenante, pensaient qu'il était devenu un tic, un élément gênant. Parce que ça n'a pas commencé là. Il y a eu tentative d'empoisonnement. Je crois qu'il était évacué en 2024, je crois novembre en Turquie, parce qu'il était empoisonné, soi-disant. Mais qui? De retour, il organise les états généraux de la justice. Ça veut dire que non, la volonté de Moutamba, c'était la volonté du président de la République, il faut le dire. Mais comment nous sommes arrivés là? Si réellement il y a eu détournement, j'ai dit, on le saura. Mais je crois que, politiquement, lui-même il le dit, ce sont des manipulations. Mais qui manipule qui? Mais qui manipule qui? Ça veut dire que là, dans le système où vous êtes, il n'y a pas entente. Si déjà vous êtes ministre de la Justice, vous prétendez arrêter un ministre du gouvernement qui a volé, on dirait, des deniers publics, détournement de fonds. C'est votre mission à vous. Il faut assainir. Mais il le fait pour arrêter un autre ministre. Mais est-ce que le système qui vous gère est d'accord? C'est-à-dire le sommet du système. Est-ce que le sommet du système est d'accord de la faisabilité de ce que toi tu fais, même si ce sont tes attributions? Parce que nous avons dit aujourd'hui, Kiba l'a dit, il y a une manière de faire. C'est-à-dire, vous êtes dans un gouvernement comme Moutamba y était, vous êtes ministre de la Justice, vous avez des prérogatives qu'il faut, certes. Mais est-ce que cette affaire-là, il faut gérer ça comme ça? Arriver jusqu'au niveau de faire adopter à l'Assemblée nationale la loi sur la peine de mort des Koulouna et autres. Mais est-ce que, au sommet de l'État, Moutamba ne constitue pas plutôt un danger? Parce que... Donc c'est un règlement de compte au niveau de... Moi, je peux dire que, je le réitère, là, je l'ai dit tout à l'heure, que Moutamba, pour certains caciques du régime, constituait déjà un élément gênant par rapport à ce qu'il faisait. Maintenant, pour arrêter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les pots de banane. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Lui, il dit, il va répondre à la justice de son pays. Il a démissionné. Là, le procès est en cours. Mais ça a commencé au Parlement. C'est le Parlement qui avait levé son immunité. Avant d'aller là-bas, il fallait passer par là. C'est fait. Bon, il faut aller défendre. Si ce sont des accusations, à la fin du procès, on a vu même avec le procureur comment ça tapait de part et d'autre. Maintenant, là, nous sommes en plein procès. Le 23, c'est la... Le 23, voilà. c'est la... Donc, je crois que dans cette affaire de Moutamba, politiquement, on est en train de voir ce qui se passe.
bon, sur le plan logique, le monsieur n'a su faire que son travail, même s'il a fait d'une manière un peu extrapolée. Mais je crois que dans un pays qui veut des avancées, dans un pays où on veut mettre à l'écart l'impunité, la corruption, tout ça, la justice est le maître mot. Je crois que c'est ça. Ok. Et je pense même que tout ça a commencé aussi avec ce que nous avons constaté, le manque de soutien de la part de ses collègues ministres. Et même de la première ministre, j'ose le dire, parce que c'est elle qui l'a lâché. Voilà. C'est ça. Donc, oui. Quand Moumou Tamba dit que son affaire, c'est pour empêcher l'agresseur de permettre l'organisation d'une riposte à l'Est. Finalement, qui doit s'organiser si c'est au niveau du gouvernement? Mais si vous voyez déjà au niveau du Rwanda, ils ont clamé, je crois que c'est le ministre, un des ministres rwandais, je ne sais pas si c'est des affaires étrangères, qui a clamé, qui a parlé même sur l'affaire de Mutamba. Hier, c'est lui qui condamnait les Rwandais, tout ça, pour l'histoire de l'agression. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est maintenant condamné. Donc, je crois que c'est une affaire qui a plusieurs souches, excepté l'accusation qui est aujourd'hui sur la table de la justice, mais il y a d'autres ramifications qui fait que les gens ne perçoivent pas aujourd'hui, mais demain, je crois qu'ils sauront réellement est-ce que Mutamba, s'il était condamné, comme a dit le doyen, il a été lâché par la première ministre. Mais il y a eu ceci, le Rwandais était complice. Est-ce que le chef d'État, quelle est la position du chef de l'État? Point d'interrogation. Ok. Moi, je crois que malgré tout, comme il y a eu des soupçons contre Mutamba, il doit être jugé. C'est donc l'issue de ce procès qu'on saura s'il est coupable ou pas. Donc, en dépit de tout ce qu'on peut dire sur ce plateau-là, il y avait des soupçons de corruption, mais comme il était ministre de la Justice aussi, comme c'est un gars, un monsieur de droiture, là, il doit montrer comme il maîtrise aussi les expressions juridiques, il doit montrer qu'il est innocent. Voilà, ok, donc nous sommes à l'affût de la décision de la justice qui déterminera s'il est coupable ou non. Je vous invite à suivre ce deuxième reportage pour aborder le prochain sujet. Ces acteurs évoluant dans les secteurs d'approvisionnement, de distribution et de commercialisation du carburant ont été rappelés à l'ordre par le ministre des tutelles du fait des mauvaises pratiques qui perdurent dans ces secteurs. Face aux récurrentes pénuries de carburant, le ministre des hydrocarbures a promis des sanctions à l'encontre des marketeurs qui ne vont pas s'amender. Des difficultés d'approvisionnement du pays en produits pétroliers qui se traduisent pour le commun des mortels, c'est ce qu'ils voient par des files d'attente importantes, ce qui signifie une difficulté d'accès pour les populations et les ménages, d'accès aux produits pétroliers, des difficultés au niveau des transports en commun notamment, mais des transports individuels aussi. Je veux m'assurer que ceux qui sont identifiés seront arrêtés. Arrêtés par la force publique. Il faut qu'il y ait des exemples de notre refus de laisser proliférer les antivaleurs. Nous allons nous entendre avec le ministre Mboulou pour que de nouveau nous puissions faire une enquête sur l'ensemble du territoire. Les dépôts illicites devront être fermés et ceux qui les ont mis en place devront être arrêtés. Parmi les priorités du ministre, la résolution de la question des réserves pour le stockage du carburant. Les stocks outils, c'est de la responsabilité des marketeurs. C'est 15 jours de consommation nationale par produit, par produit. Chaque marketeur doit y contribuer au prorata. D'après le texte, je crois que c'est de leur part de marché. Et il est hors de question que ça reste comme ça. Pour assainir le secteur, Bruno Jean-Richard Itois a annoncé la mise en place, sous peu, d'un groupe de travail regroupant les différents acteurs évoluant dans les secteurs des hydrocarbures afin d'échanger et proposer des solutions durables à la lancinante question des pénuries de carburant dans le pays. Mise en garde des marketeurs.
le ministre des hydrocarbures est sorti donc de ses gants pour rappeler à l'ordre ceux qui approvisionnent, distribuent et commercialisent le carburant. Guy Blaise, est-ce que cette interpellation pourrait avoir des conséquences ou pourrait améliorer la situation du carburant au niveau du Congo? Oui, Chrysostome, quand le ministre sort de son sillon pour menacer, nous avons suivi ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il y a un mal qui persiste. S'il n'y avait pas un mal, le ministre ne pourrait pas sortir de son sillon pour dire on va arrêter, on va procéder par des enquêtes pour arrêter ceux-là qui constituent le mal pour le fonctionnement de cette chaîne-là. Mais on le dira jamais assez. On le dira jamais assez. Pourquoi la pénurie du carburant aujourd'hui dans notre pays? Une semaine approximative, deuxième semaine, pénurie. On a livré ceci. Une semaine après, troisième semaine, pénurie. Pourquoi pas chercher d'abord à résoudre cette question? Parce que c'est le même ministre des hydrocarbures au niveau de l'hémicycle qui parlait sur la construction de la deuxième raffinerie. Où en sommes-nous? Si la mission a été donnée au ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour réserver un espace où on devait construire cette deuxième raffinerie, nous devons d'abord savoir. Mais non, nous savons que c'est le mal, le peuple souffre. Le ministre a raison de le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous partons dans les stations et autres, nous savons ce qui se passe. Moi, je ne suis pas chauffeur de bus, je ne suis pas contrôleur, ni pompiste. Mais nous avons les informations de ce qui se passe, les pourboires qu'on donne. Oui, justement, lui, il est sorti de ses réserves. C'est pour aller à l'encontre de ces pourboires-là, parce que c'est ça qui... Mais exactement. Mais au niveau, nous savons qu'au niveau de station, il y a des gérants. Ces gérants dépendent d'une hiérarchie. Mais cette affaire-là n'a pas commencé aujourd'hui. Si le ministre est sorti aujourd'hui, c'est pour dire que le mal persiste et ça a commencé il y a longtemps. Mais ces gens-là sont soutenus par qui? Parce qu'aujourd'hui, attends, prenons le cas simple. Nous sortons là à une station où nous voyons des véhicules alignés. Le carburant est vendu, le bidon, ceux qui ont des bidons arrivent. On privilégie ceux qui ont des bidons parce que si le bidon est vendu à 15 000 francs, il faut ajouter 4 000 ou 5 000 de pourboire. Ça, c'est la corruption. Mais comment arrêter ça? Si le gérant de la station est dans la manœuvre. Sa hiérarchie aussi connaît que là-bas, ça se passe. C'est des trucs qui se dénoncent au quotidien. Ce que le ministre a dit, il a raison. Mais comment arrêter ça? Il faut procéder par des enquêtes et autres. Mais je crois bien que c'est ce que nous souhaitons pour que cela s'arrête. Mais c'est une équation difficile parce que ça remonte jusqu'au sommet. Cette histoire des pourboires. Sinon, ça ne doit pas exister. Ok, Albert, là, la sortie du ministre pourrait-elle réussir à mettre fin à ce qu'il appelle les antivaleurs? Vous-même, vous en savez ce qui se passe dans les stations. Est-ce que le fait que le ministre interpelle les marketeurs pourra arrêter ce phénomène? Non, non, ça n'arrêtera pas. Ce qui pourra avoir un début d'effet, c'est s'il va au bout de la logique annoncée. C'est-à-dire qu'avec le ministre Mboulou, il mène des enquêtes. Mais quand nous parlons des enquêtes, nous parlons des enquêtes sérieuses. Donc, qui reprécisent un peu quelles sont les règles, qui mettent la liste des fraudeurs à jour, fraudeurs aussi bien à la station que au niveau peut-être de la slog, je sais pas, là où nous avons de la chaîne. De la chaîne, voilà, c'est ça. Donc un début de démantèlement de cette chaîne-là, mais au vu et au su du client que nous sommes. Sinon, c'est un langage, si nous pouvions remonter à l'année dernière, retrouver le même ministre
dans la même situation. L'année dernière, il parlait peut-être pas des marketeurs, parlait d'autres choses, mais c'était toujours pour nous ramener au fait, on fera, on fera, on fera. Et là, bon, voilà, le taximan qui passe 2 nuits, j'en ai vu 2 nuits à la station pour attendre son tour dans la file. Franchement, je ne sais pas, même en Centrafrique, pays non pétrolier, on n'a jamais vu pareille chose. C'est ça. Donc, Ok. Kiba, la sortie du ministre, l'interpellation des marketeurs, est-ce que ça pourra, demain, le lendemain, on pourra assister à ce que les antivaleurs n'existent plus, les taximens ne déboursent plus 5 000 pour avoir 5 litres de carburant ou 10 000 pour avoir 10 litres de carburant. Est-ce que le fait que le ministre fasse une déclaration devant les marketeurs suffirait à éponger ou à évacuer Non, j'ai envie de dire que ça ne suffit pas. Il faut que la logique accompagne, il faut que les sanctions accompagnent. Il faut que la police accompagne justement le ministre à faire ce travail. Sinon, les mots, ça sera des mots vains. Tous les jours, on interpelle, tous les jours, on interpelle. S'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de suivi, ça n'aboutira à rien. Moi, la question que je me pose, mais pourquoi c'est maintenant que le ministre parle? La pénurie, ça dure plus de 9 mois. Pourquoi il n'a pas battu le fer quand il était chaud? Faut battre le fer quand il est chaud. Il intervient aujourd'hui à 9 mois parce que la pénurie, ça dure depuis l'année dernière, depuis novembre 2024. On continue dans la pénurie, ça persiste, ça persiste. C'est maintenant qu'il sort. En dehors de ça, de l'interpellation, le ministre a également proposé des solutions parce qu'il était au Parlement, il a proposé des solutions. Jusqu'ici, le problème de pénurie, c'est un problème qui a plusieurs aspects. Liés notamment au transport, liés à la production de la CORAF. La CORAF, jusqu'ici, ne produit que 60% des besoins nationaux. Des produits pétroliers, oui. Des produits pétroliers, c'est ce que nous consommons, 60%. Donc, les 40%, on va chercher ailleurs. Le ministre a dit qu'il y a eu des solutions pour importer plusieurs produits pour résoudre ce problème de pénurie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème de transport. Le ministre parle de l'oléoduc entre Brazzaville et Pointe-Noire. Il parle également du chemin de fer qu'on doit réhabiliter pour transiter le produit pétrolier jusqu'à Brazzaville ici. Et Brazzaville va faire le relais dans les 2 départements du pays. Donc, je pense que c'est un problème qui est global. Le simple fait pour le ministre de parler, ça ne suffit pas. Il faut que le ministère de l'Intérieur, notamment la police et la gendarmerie, fassent le travail de contrôle. Et quand il parle qu'on va sanctionner, il va sanctionner qui? Comment? Ils vont contrôler ça comment? Les pourboires. Comment il fera pour arrêter les gens qui prennent les pourboires? Ça veut dire qu'ils mettront les policiers partout dans les stations-service? Vous pensez que c'est possible? Mais est-ce que oui, non, mais je continue. Oui. Je continue. Il doit nous dire c'est quoi le mécanisme. Parce que dire qu'on mettra la police, oui, c'est vague. Ils vont travailler comment? C'est quoi la méthode? Est-ce qu'ils iront de les stations-service pour contrôler toute la journée? C'est ça aussi. Parce que c'est facile de parler. Donc, pour revenir à votre question, je crois que les simples mots du ministre ne signifient rien du tout. Il faut que la police et la gendarmerie accompagnent et que les sanctions tombent et que les gens même soient emprisonnés. Pour qu'on finisse. C'est le souhait du ministre. Oui, on arrête des gens pour qu'on en finisse. Et ça, c'est une partie de la solution. L'autre partie, c'est qu'on importe des produits pétroliers et qu'on arrange comment on appelle, les voies et moyens pour que le pétrole, enfin, les produits pétroliers arrivent à Brazzaville, le transport. Oui, pour le moment, en fait, le souci du ministre, c'est de gérer quand le produit est là, qu'il n'y ait pas des antivaleurs autour de ce qui est disponible. Mais évidemment, non, c'est ce que le ministre ne peut pas livrer la stratégie à la télévision. Parce qu'il s'en conscient, le gouvernement conscient que c'est un système qui est mis en place. Parce que nous assistons chaque jour comment les policiers dans les stations poursuivent ceux qui emmènent des bidons. Parce qu'il y a un moment, la vente du carburant est privilégiée d'abord aux bus, voilà. Au personnel, mais pas à ceux qui ont les bidons. Oui. On voyait comment les BJ avec la police les poursuivaient. Ça, c'est le début. Maintenant, il est sorti pour dire que désormais, mais je crois que le ministre ne peut pas dévoiler cette stratégie-là à la télévision. S'il y a enquête, il a dit, il y aura enquête. Parce qu'il est conscient que c'est un système qui s'est enraciné. Comment déraciner cela? Si déjà dans une station, je l'ai dit tantôt, le gérant est dans la manœuvre, les pompistes qui sont là, c'est eux qui exécutent.
Mais Donc, le pouvoir public pouvait mener des enquêtes sans l'annonce. Est-ce qu'en annonçant, c'est pas dire aux gens que non, bon, vous qui faites ça, attention, bientôt il y aura, et ils pourront se retirer. Est-ce que c'est pas... mais je ça, crois que c'est une manière, si je peux le dire, donc, en fait, dans la quête de la résolution des problèmes, il y a toujours un processus, il y a des stratégies. Ceux qui conçoivent les stratégies savent pourquoi le ministre Bruno est sorti pour dire. Je crois que la stratégie, eux, ils ont conçu la stratégie. Ils ont dit, c'est le début, non? Il est sorti, il a dit, à compter d'aujourd'hui, nous allons mettre ceci, ceci. Ceux qui seront arrêtés, ils seront placés derrière le verrou. Mais il a dit, je crois que c'est une stratégie du gouvernement. Est-ce que c'est pas pour dire, non, attention, vous qui faites ceci. Mais c'est tirer la sonnette d'alarme, non? C'est pour dire que ceux qui font, qu'ils arrêtent. Parce que, demain, là, si on arrête, on lance le processus. Si on arrête, on prisonnier. Ils annoncent l'information. C'est normal pour dire. Oui, c'est là est-ce qu'on a la volonté d'arrêter. On aurait dû déjà commencer les... Mais Christophe, je crois que l'État, les pouvoirs publics ne peuvent pas être fatigués à mettre fin à une histoire des pourboires dans les stations. Si l'État est décidé d'arrêter cela, comme a dit le ministre, l'État va arrêter. Si ça ne s'arrête pas, ça veut dire que l'État est complice dans ces manœuvres-là. Vous avez posé une très bonne question. Ce genre de choses, c'est des choses qu'on gère au quotidien. On n'a pas besoin de faire toute une communication pour ça, ça se gère au quotidien. Et puis les histoires de carburant, ça se fait sentir. On n'a pas envie de communiquer pour ça. C'est comme l'assainissement, on sent sur le terrain. Déjà, si on a pénurie, les bus augmentent, tous augmentent. Ça, on n'a pas besoin de communiquer. Et si vous commencez à punir, les gens vont changer d'eux-mêmes. On n'a pas envie de faire tout un plat, voilà, appeler les caméras. Non. On n'a pas du tout. Donc, je crois que la manière de... Enfin, le ministre a parlé, c'est le ministre qui a parlé, on doit respecter, mais on attend les résultats. C'est des choses qu'on ne peut pas beaucoup parler, voilà, parler pour parler. Non, il faut qu'on voit les résultats. Ce qui est sûr, c'est que ce problème-là fait partie d'un ensemble de problèmes qui gênent la vie en société, la vie du citoyen. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, même quand nous parlons de la corruption à la pompe, c'est un point d'arrivée. Mais qu'est-ce qui se passe depuis le point de départ et tout au long de l'acheminement de la raffinerie qui est censée être construite? Est-ce que les travaux ont démarré? L'oléoduc confié aux Russes, est-ce que les travaux ont commencé? Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un moment les propriétaires terriens qui commençaient à vouloir faire eux aussi leur jeu pour soutirer plus à l'État que l'État n'avait prévu d'en faire. Donc, c'est un problème d'ensemble. Ceux qui sont attrapés, ils seront attrapés à la pompe. Mais auparavant, qu'est-ce qui sera passé? C'est un sujet vaste, mais nous pensons que les pouvoirs publics devraient vraiment tout mettre en œuvre pour mettre réellement fin à tout ce qui greffe la distribution de carburant. Parce que l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation du prix du transport dépend de ce que l'acheteur débourse pour mettre l'essence dans son réservoir. Je crois que les intentions du ministre sont bonnes et il ira jusqu'au bout de sa logique. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.